bienvenue à cette visioconférence sur le tri de la cuisine. Nous avons la chance d'être financés par plusieurs territoires, notamment les Hauts-de-Seine, le département de l'Allier, la Seine-Saint-Denis, le Val-d'Oise, les Yvelines et les Ille-et-Vilaine, et également l'Essonne. Donc tout cela avec le concours de la conférence des financeurs et de la CNSA, ce qui nous permet aujourd'hui de vous proposer ces visioconférences. Donc merci à eux. Donc, je suis Gwendoline Cotrez. Moi, j'ai fondé la structure Movadom il y a de ça 8 ans. Et mon métier aujourd'hui, c'est d'organiser des visioconférences et des conférences pour les retraités. Donc, les visioconférences, vous en avez toutes les semaines, le jeudi matin. Alors, normalement, le jeudi matin. Là, cette semaine, le mercredi, en raison du jour férié demain, à 10h30. Et il y a la possibilité aussi dans vos communes, pour les territoires qui sont partenaires, donc, que j'ai présenté tout à l'heure, de demander à vos communes d'accueillir une conférence. C'est quelque chose qui est financé et je viens en live vous faire une conférence sur un thème donc toujours lié au logement et au bien vieillir chez soi. Donc vous pouvez vous inscrire ou inscrire des amis sur les listes des visioconférences sur notre site movadom.com, et pour aller sur les replays, vous avez un lien direct. C'est go.movadom.com/replay. Et vous retrouverez tous les replays de toutes les visioconférences depuis le début, donc depuis le début du confinement. Est-ce que Pascal, tu veux te présenter peut-être? Avec plaisir. Bonjour, je suis Pascal Massias, donc moi je suis gérant de la structure Movadom dans l'Allier. Je fais de l'accompagnement, des ménagements des personnes âgées, donc on s'occupe d'intervenir avant, pendant et après déménagement. Et vous avez toutes mes coordonnées sur la petite présentation. Merci Pascal. Donc on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Finalement, pourquoi est-ce que je vous ai proposé ce thème et pourquoi ce sujet? Alors déjà parce que ça a été une grande demande, hein. Vous répondez à nos questionnaires satisfaction, et c'est vrai que je regarde en général avec grande attention les retours qui sont faits, le tri de la cuisine était une vraie question. Donc déjà, une des premières réponses de pourquoi trier en particulier sa cuisine. Alors, certains ne m'entendent pas, j'ai l'impression. Annie, vous ne m'entendez pas. Est-ce que c'est le cas pour tous? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que pour le reste de la team, tout semble bien se passer. Vous pouvez monter le son peut-être chez vous, Annie. Donc, il faut savoir que la cuisine, déjà, c'est une pièce technique. Donc technique à plusieurs niveaux, déjà parce qu'en termes d'hygiène, ça va être une pièce qui est effectivement importante, sur laquelle il va falloir faire très attention. Ensuite, l'autre élément, c'est que c'est une pièce dans laquelle on va avoir beaucoup d'ustensiles, beaucoup d'éléments importants et qui vont être utilisés régulièrement. Donc c'est vrai qu'il y a un côté technique à cette pièce, plus que dans une chambre par exemple. Donc la partie hygiène et la partie ustensiles. C'est un lieu où on passe aussi beaucoup de temps. C'est généralement un lieu où on va alors parfois manger, faire la cuisine, se retrouver peut-être avec la famille, les amis pour faire à manger. Donc c'est vrai que c'est un lieu où on passe du temps et dans lequel il faut être à l'aise. Et donc avoir cet espace qui est aéré, agréable, est vraiment important. Donc c'est pour ça qu'on va vraiment aller là-dessus de manière un petit peu plus importante que sur d'autres pièces. Et puis ensuite, toujours ce tri, et je peux vous dire en l'ayant fait ce week-end, c'était pour moi effectivement extrêmement agréable. C'est quelque chose qui permet d'être plus détendu. Donc avoir un lieu qui a plus de place, qui est plus agréable à vivre, mais aussi trier, ça permet vraiment de se vider la tête et d'être plus détendu. Donc voilà les 3 raisons pour lesquelles il peut être intéressant de trier sa cuisine. Alors, je crois qu'Evelyne, vous m'avez posé une question. Donc, la Seine-et-Marne n'est pas partenaire. Pourquoi pas proposer? Après, on verra si effectivement il y a possibilité peut-être d'un financement de ces conférences, parce qu'on n'est pas partenaire effectivement avec la Seine-et-Marne. Mais pourquoi pas?
Donc je vais commencer par un quiz. Vous savez que certains ont l'habitude effectivement, des quiz. L'idée, c'est de voir si vous avez finalement besoin de faire du tri dans votre cuisine. Alors je pense que si vous êtes là, c'est sans doute le cas, mais on va ensemble compter nos points. Donc quand vous répondez oui à une question, vous mettez 1 point. Première question, cela fait plus de 2 mois que je n'ai pas vidé et nettoyé mon frigo. Donc, vous avez votre frigo et alors pour vous donner une vision, en termes de temps, 2 mois, c'est à peu près, la période dans laquelle on est rentré en confinement. Donc est-ce que dans cette période, vous avez nettoyé votre frigo? Alors souvent, je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont mis à faire des grands nettoyages chez eux pendant cette période, donc ça a peut-être été le cas. Si c'est la première fois que ça vous arrive, peut-être mettez quand même oui. Mais bon, en tout cas, effectivement, est-ce qu'il y a un nettoyage au moins tous les 2 mois du frigo que vous réalisez? Donc si c'est le cas, vous mettez 1 point. Vous comptez 1 point. Ensuite, vous avez de la nourriture dans vos placards qui a dépassé la DLUO, la date limite d'utilisation optimale. Donc je pense notamment, à, tout ce qui est, épices, boîtes de conserve sur lesquelles, vous savez, vous avez une petite date. Alors ça ne veut pas dire que ça sera plus bon à cette date-là, que ce sera un toxique, mais par contre en termes de goût, ça sera peut-être un peu moins, qualitatif. On en reparlera dans la conférence. Est-ce que vous avez de la nourriture où vous savez que la date est dépassée depuis bien longtemps? Ça peut être aussi dans le congélateur, on n'a pas vidé depuis 6 mois, 1 an son congélateur avec, des choses dont on ne sait plus trop quand est-ce qu'on les a mis dans le congélateur. Donc, cette deuxième question, vous comptez un autre point si vous avez répondu oui. Vous conservez des appareils que vous utilisez moins d'une fois par an. Donc, je pense aux pirades, crêpières, fondue à chocolat, tous ces appareils qu'on utilise très rarement. Et donc, vous en avez plusieurs que vous utilisez moins d'une fois par an. Et puis, dernière question, je n'ai plus de place sur mes plans de travail. Donc, je vous ai mis une petite photo là, de cuisine qui correspond parfaitement à cette situation, c'est-à-dire que tous les plans de travail sont encombrés, surencombrés, il y a plein de choses dessus. Et donc, pour faire la cuisine, ça peut être un peu compliqué. Donc, si vous le voulez, vous comptez vos points et me dire combien de points vous avez. Donc, Catherine, 3 points, très bien. Donc, en général, moi, ce que je dit, c'est qu'au-delà de 2 points, il est temps de faire du tri. Ah, Marie-Odile, parfait, vous avez une cuisine qui est impeccable. Evelyne aussi, très bien. Annie, 3. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de 3, très bien. Donc, ça, c'est vraiment effectivement. Donc, là, pour le coup, il y a un besoin de faire du tri. Véro, Jocelyne, 1, peut-être un peu moins de besoin. Michel, 2. Très bien. Donc, l'idée, c'est de se dire, alors ça peut être pour vous, mais ça peut être aussi pour des amis de la famille que vous encouragez peut-être à faire du tri. Alors je vois que Nicole a 0, très bien. Donc Michel, il vous suffit de mettre le nombre de points dans la conversation. Donc ça, il n'y a pas d'autres éléments. Donc vous mettez le nombre de points que vous avez compté dans la conversation. Donc Simone, elle me dit 1 point, Magali 2 points. Donc c'est vrai que ça peut vous permettre de vous donner une idée par rapport à vous, mais aussi par rapport à un proche. Aussi, vous êtes en couple, parce que j'ai eu de nombreuses demandes là-dessus, et que votre conjoint ou conjointe ne souhaite pas faire de tri dans la cuisine, eh bien faites-lui faire ce petit test et vous pourrez lui dire que je considère de mon côté qu'à partir de 2 points, on peut commencer à faire du tri. Donc voilà sur ce quiz. Donc je suis ravie qu'il y en ait beaucoup qui aient besoin de faire du tri. Je vais être donc très utile. Donc première question qu'on va se poser, comment finalement trier votre cuisine et comment facilement trier votre cuisine? Certains le savent déjà, je suis une grande adepte de la méthode de Marie Kondo. Donc vous avez un livre qui s'appelle La magie du rangement. Elle a écrit aussi d'autres livres, je crois qu'il y a L'étincelle du rangement. Elle a une série sur Netflix également. Donc il y a effectivement beaucoup d'outils qui peuvent être utilisés. La magie du rangement, c'est vraiment un livre qui est assez intéressant et qui donne, je trouve, pas mal d'outils pour pouvoir trier chez soi, de manière générale, hein, pas forcément sa cuisine, ça peut être tous les éléments. Et Marie Kondo, c'est une japonaise et c'est vrai qu'elle a vraiment l'art de désencombrer les logements et de faire en sorte que vous viviez dans un logement qui soit très épuré.
Alors, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre, évidemment, notamment sur la partie administrative sur laquelle on travaille régulièrement ensemble, sur laquelle elle est un peu trop radicale. Donc, elle vous dit il faut tout jeter. Donc là, ce n'est pas possible pour le coup en France. Mais c'est vrai que c'est une bonne première étape et première piste pour commencer votre tri de vous intéresser à ce livre. Donc ensuite, deuxième élément qui peut être intéressant, c'est de rassembler tous les éléments au centre de la pièce. Donc ça, c'est vraiment un des préceptes de Marie Kondo et je pense que c'est quelque chose d'intéressant parce que ça va vous permettre de découvrir si vous avez des doublons, si vous avez des choses que vous n'utilisez jamais. Et il est important, donc c'est en parallèle vraiment, de classer. Donc vous allez en fait remettre au centre de la pièce tous les ustensiles en 3 parties. Donc les ustensiles pour cuisiner, donc ça va être toutes les casseroles, tous les plats, tous les outils type les fouets, tous les éléments que vous utilisez quand vous cuisinez. Donc ça, de les mettre tous ensemble. Les ustensiles pour manger, donc là on va avoir les bols, les assiettes, les couverts, les verres. Et puis une autre partie, la nourriture. Donc vous pouvez le faire totalement en 3 temps. Et il est vraiment par contre important de tout rassembler pour que vous puissiez avoir une vision déjà du volume et des éléments que vous n'utilisez pas. Donc s'il y a des choses qui sont stockées, s'il y a des choses qui sont dans des placards hauts, qui sont dans des débarras, il faut vraiment les rassembler et que vous ayez tout ensemble. Donc ça, c'est vraiment la première étape qui est importante. Ensuite, une autre chose qui est peut-être un petit peu plus ésotérique, je dirais, c'est le test de l'étincelle de joie. Donc quelque chose qui est intéressant, donc quand vous avez rassemblé effectivement tous les éléments, par exemple pour faire la cuisine au centre de la pièce, vous allez pouvoir vous dire, bon bah évidemment il y a les doublons, il y a les éléments qu'on n'utilise jamais, ou ça sera peut-être plus facile de se dire, bon bah ceux-là, je m'en sépare, ça fait 1 an, 2 ans que je ne les ai pas utilisés, je vais pouvoir m'en séparer assez facilement. Et puis, il va y avoir d'autres éléments que vous utilisez de temps en temps, qui sont encore en bon état, et vous avez un doute. Dans ces cas-là, le test de l'étincelle de joie, c'est se dire, est-ce que cette vaisselle, cet élément est important pour moi et me crée du bonheur, en fait. Alors, Marie Kondo dit me met en joie, mais c'est vrai que c'est une traduction qui n'est pas forcément très adaptée. En tout cas, est-ce que cet élément me rappelle un moment agréable ou est quelque chose d'agréable pour moi? Alors, je me suis fait plaisir. J'ai trouvé de mon côté des magnifiques vaisselles avec des petits lapins. J'avoue que je l'ai trouvé extrêmement jolie. Et pour le coup, là, l'étincelle de joie était présente sur cette vaisselle. À droite, vous avez aussi de la très belle vaisselle. C'est vrai qu'il y a des choses, peut-être qu'on n'utilise pas tous les jours, mais qui sont importantes pour nous, qui sont jolies et qui nous font plaisir. C'est vraiment se faire plaisir et être effectivement bien dans sa cuisine. C'est vrai qu'on cuisine toujours plus agréablement quand on a des ustensiles, des éléments qu'on apprécie, avec lesquels on aime vivre. Ensuite, vous allez pouvoir faire différentes piles. Donc une fois ce classement réalisé, que vous savez les éléments qu'il faut garder, il va falloir mettre de côté ce que vous allez donner à des associations, par exemple, qui sont souvent très friandes de récupérer ce type d'ustensiles pour des familles qui n'ont pas forcément les moyens. Ensuite, les éléments que vous allez pouvoir vendre. On va en reparler dans la visioconférence sur comment vendre ces éléments, mais il faut vraiment mettre de côté les choses qui ont de la valeur et qui peuvent être vendues. Et puis ce que vous gardez. Donc vous voyez, on va vraiment fonctionner en étapes et en piles. Donc on va classer dans un premier temps, regrouper, déterminer ce que l'on donne, ce que l'on vend et ce que l'on garde. Donc ça, c'est vraiment des étapes importantes dans votre tri et qui sont nécessaires, qui peuvent prendre du temps. C'est pas toujours facile, hein, je vous l'avoue. L'étincelle de joie, on l'a pas toujours tous les éléments. Et puis il y a des choses sur lesquelles on se dit, bah mince, c'est dur, j'en ai pas besoin, mais j'y suis attachée sentimentalement. Et là, vous le voyez, ce sont les livres de cuisine. Je vais faire un focus là-dessus parce que c'est un élément qui n'est pas forcément facile.
Donc sur les différentes catégories et pour vous aider un petit peu plus, sur la partie tri et comment finalement, trier, une fois que vous avez, regroupé les éléments. Déjà, premier élément qui prend énormément de place, dont on est, surencombré, ce sont tous les électroménagers. Donc là, je vous ai mis quelques exemples et j'ai une question pour vous. 1re question, enfin la question, il n'y en aura qu'une pour le coup là-dessus. Alors pour ceux qui ont le nécessaire escargot, je vous ai mis un nécessaire escargot là sur la gauche. Pour ceux qui l'ont, depuis combien de temps est-ce que vous ne l'avez pas utilisé? Donc ça m'intéresse de savoir parce que ce nécessaire escargot, je l'ai retrouvé donc quand j'accompagnais au domicile les retraités, je l'ai retrouvé dans énormément de logements et souvent, donc déjà ça prend de la place. Merci Evelyne, ah ben voilà, ça commence parfaitement. 10 ans, vous n'en avez pas Christelle, d'accord, très bien. Donc Evelyne, 10 ans. Donc là, Evelyne, le constat est sans appel. Je pense que, alors pour ceux qui n'en ont pas, ok, très bien. Je sais, alors pour le coup, moi j'en ai pas non plus. On n'est pas, même si on aime les escargots, j'aime beaucoup les escargots, mais même si on aime les escargots, on peut utiliser des petites fourchettes. On peut effectivement, on n'est pas obligé d'avoir ce nécessaire-là. Donc, si comme Evelyne, Pascal nous dit quelque chose d'intéressant. Presque tout le monde en a et certains ne s'en souviennent pas. Ouais, effectivement, c'est vrai que c'est générationnel. Donc Josiane, vous n'en avez pas. Donc en tout cas, Evelyne, ou pour ceux qui, comme Evelyne, l'ont depuis, ont dans leur placard. Alors, je parle du nécessaire escargot, mais c'est pas très sympa pour ceux qui ont un nécessaire escargot. Mais certains ont peut-être d'autres ustensiles que vous n'utilisez pas depuis de nombreuses années, qui traînent dans vos placards. Donc ça marche aussi avec une pierrade, avec la fondue à chocolat, avec qu'est-ce qu'on pourrait avoir, l'appareil à raclette. J'ai une amie qu'on a déménagée, donc après, sur l'aspect générationnel, c'est peut-être les escargots, mais je pense... Ah, moule à crème brûlée. Ah, effectivement, Marie-Odile, belle trouvaille. Je pense que c'est effectivement ce genre d'ustensiles qu'on utilise finalement très très peu, qui paraissent, hein, on les a achetés dans une boutique, en téléachat, ce genre de choses, on les a parfois même eu en cadeau, hein, et puis on se retrouve avec ça, on se dit bah, c'est dommage de les jeter, mais en fait ils traînent dans les placards, cadeau de mariage, oui Pascal, exactement, et on ne va jamais les utiliser. Donc Evelyne, vous adorez les escargots, mais effectivement, oui, les escargots, bah, c'est le beurre d'escargot, hein, malheureusement, qui cause tous les problèmes. Donc c'est vrai que l'électroménager, les ustensiles, si vous ne l'avez pas utilisé depuis plus d'1 an, qui traîne au fond de votre placard, donc là Evelyne, depuis plus de 10 ans, il n'y a pas de question à se poser, il va falloir s'en séparer. Donc après, je ne dis pas de le jeter, hein, il y a des associations, possibilité peut-être de revendre si c'est des beaux ustensiles, mais il va falloir s'en séparer. Vous pouvez aussi imaginer, et ça moi c'est quelque chose que je fais beaucoup, soit en famille, soit entre voisins, soit entre amis, de partager l'utilisation de certains ustensiles qui sont très peu utilisés. Typiquement, l'appareil à raclette, bon, si on fait 2-3 raclettes dans l'hiver, toujours pour des questions diététiques, c'est déjà pas mal, sauf ceux qui font une raclette tous les soirs, mais on peut se dire en famille, entre amis, on en a un pour deux ménages, ça suffit largement et on se le prêtera au fur et à mesure quand on en a besoin. Et puis si jamais on a envie de le faire en même temps, ben, on s'invite, c'est l'occasion de se voir. Donc c'est vrai que cet aspect, effectivement, louer aussi, vous allez le voir tout à l'heure, il y a des sites qui permettent de louer ces ustensiles. On n'est pas obligé, c'est pas obligé de nous appartenir et de l'avoir dans nos placards si c'est quelque chose qu'on utilise très rarement. Et Pauline, vous avez complètement raison, les vides-greniers sont, on va en parler aussi, mais des lieux où on peut revendre ce genre de choses, c'est assez demandé, hein. Les petits électroménagers, notamment dans les vides-greniers, les associations sont très preneurs de ce genre de choses, donc il ne faut pas hésiter à s'en séparer. Ensuite, la vaisselle de famille. Alors là, j'ai eu beaucoup de demandes aussi sur vos questionnaires, sur qu'est-ce qu'on fait de ces
vaisselle de famille qui est généralement très belle. Donc là, je vous ai mis un exemple. Alors Marie-Odile, vous nous dites: «Ah, dans l'immeuble, près de matériel pour tous ces équipements, ça marche très bien». Ah bah, superbe. Bah, pourquoi pas vous lancer effectivement, dans votre immeuble. Donc c'est vrai que pour ceux qui habitent en maison, ça va être avec les voisins et pour ceux qui habitent en mini-immeuble, ça peut être, tout l'immeuble et je pense que ça doit si ça marche très bien, Marie-Odile, ça m'étonne pas, c'est une très bonne idée. Donc cette vaisselle de famille, elle cumule un peu tous les problématiques et je sais que c'est très difficile. Déjà parce que, on y est attaché sentimentalement. Parfois, comme le disait Pascal tout à l'heure, c'est, des cadeaux de mariage, des choses donc, qui sont un petit peu, délicates à se séparer. Le problème principal, c'est que généralement, il y a un nombre de couverts qui est effectivement extrêmement important. Alors, Evelyne, très bonne remarque. En plus, souvent, le lave-vaisselle peut être très compliqué avec cette vaisselle. Donc, si vous avez un lave-vaisselle, ce n'est pas forcément adapté. Merci, Evelyne. Et puis, souvent, on a 12-15 couverts sur ces vaisselles. Donc, vous allez avoir 12 assiettes creuses, 12 assiettes plates, 12 petites assiettes. Et puis, finalement, on se rend compte que inviter 12 personnes en même temps, en général, c'est assez rare. Et puis, si c'est le cas, on va peut-être plutôt faire un apéritif dînatoire pour ne pas avoir 30 assiettes à vider. Et puis, sinon, ça sera peut-être le restaurant. Bon, après, s'il y en a qui, effectivement, l'utilisent régulièrement et ont l'habitude de recevoir, évidemment, pas de problème, on le garde. Mais souvent, moi, ce que je remarque, c'est que c'est rangé au fond des placards et jamais utilisé. J'ai cet exemple, moi, familial. On a récupéré des grands-parents de mon mari des très beaux verres en cristal Baccarat. Donc, je ne sais pas si certains connaissent, c'est des verres magnifiques, extrêmement fragiles, extrêmement fins, mais très très beaux, qu'on n'aurait jamais pu nous s'acheter et on les a effectivement hérités de ses grands-parents. Ils étaient dans un carton, un très grand carton, et ils n'avaient jamais été utilisés depuis le mariage. Et je me suis dit, bon, est-ce qu'on fait pareil? Est-ce qu'on les stocke parce qu'on risque de les casser? Ou est-ce qu'on se dit, bah, finalement, maintenant, je vais boire dans des verres Baccarat et là, je peux vous dire que l'étincelle de joie, elle est présente, hein, elle est plus que présente. Donc, eh ben, on a fait ça, on a fait ce choix. On en a cassé, hein, je vous avoue. À chaque fois, c'est une petite larme. Mais vraiment, c'est agréable de se dire, c'est utilisé et je ne vais pas le mettre effectivement au fond de mon placard. Donc je crois que c'est Céline, il me semble, qui me répond là. Les soupières, vous avez des soupières. Alors c'est vrai que j'allais... Ouais, Christelle, d'accord, très bien. Oui, voilà, donc ça aussi, les soupières, les saucières. Alors il y a même des ustensiles, je vous avoue que je ne sais même pas leur nom, hein. Il y a des noms très spécifiques pour chaque élément. Pourquoi pas en garder un, mais avoir toutes les tailles. Et puis alors la saucière, moi je sais que par exemple c'est des choses que je n'utilise pas et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'utilisent pas. On a aujourd'hui peut-être la sauce qui est déjà toute prête ou alors on se l'est créée, on l'a mis dans un bol ou dans dans une bouteille, mais on va pas forcément effectivement les utiliser. Et effectivement, Pascal, tu as bien raison, il y a parfois même des ustensiles qu'on a, on ne sait pas à quoi ça sert. Donc, c'est vrai que cette vaisselle familiale, il faut vraiment prendre le temps de réfléchir à côté praticité. Et Evelyne a complètement raison là-dessus. Est-ce que ça passe au lave-vaisselle? Est-ce que je vais pouvoir vraiment les utiliser? Est-ce que je les apprécie et qu'il y a une étincelle de joie, comme je vous le disais depuis le début de cette visioconférence? Et puis, est-ce que c'est pas au fond de mon placard et est-ce que c'est pas dommage? Peut-être que quelqu'un pourrait en avoir besoin et l'utiliser. Et puis si, comme Christelle, on adore les soupières et qu'on aime avoir cette belle soupière, moi je sais qu'en famille, on les utilisait pour mettre des bonbons ou des gâteaux, ça nous faisait un porte-bonbons. Donc ça fonctionnait bien aussi. Donc c'est vrai que ça peut être une solution. Ah, Daniel L'Argenterie, bah, c'est parfait. Vous allez me faire ma transition. C'est parfait. Merci beaucoup.
Donc, l'argenterie, ça reste aussi une vraie question parce que j'ai beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à se séparer de l'argenterie, ce que je comprends. On l'utilise en général très peu. C'est effectivement, ça ne passe pas au lave-vaisselle. Ça va être donc en général stocké dans des jolies boîtes en carton avec du tissu à l'intérieur et rangé dans les placards. Et alors, je peux vous dire qu'au moment des déménagements, et je pense que Pascal pourra confirmer, ça, on en déménage des ménagères d'argenterie. Et, et donc là, il y a plusieurs problèmes. Oh, Pascal, c'est un cri du cœur. Sur ces ménagères en argenterie, il y a plusieurs questions. Déjà, il faut vérifier, et ça, je vais vous passer une vidéo là-dessus, que c'est vraiment de l'argenterie. Parce que finalement, en fait, souvent, eh ben, ce n'est pas de l'argent, c'est du métal argenté. Donc, vous avez du métal avec une petite couche d'argent dessus. Et dans ces cas-là, eh ben, malheureusement, ça ne vaut rien, ça va peut-être s'abîmer et vous n'allez pas pouvoir le revendre, malheureusement. Par contre, si tu du vrai argent, donc ça ne réagit pas pareil, on va le voir notamment, il va y avoir un poisson, des choses comme ça, et bien là, ça a un vrai intérêt de peut-être pouvoir les revendre. Donc, je vais vous partager une vidéo qui va vous permettre de voir, j'espère que ça va fonctionner, c'est surtout en termes de débit, parce que je sais que... Hop. Alors, donc la vidéo est très rapide. Pour ceux qui le voient, je l'espère. Donc pour tester l'argent, en fait, il va falloir que vous alliez inspecter s'il y a un poinçon ou une gravure. Ça va vous permettre de savoir si c'est de l'argent ou si c'est du métal argenté. Et donc il va y avoir, vous voyez là, un petit élément avec le pourcentage d'argent et un poinçon, en général une tête de Minerve, donc c'est une tête de personnage que vous allez retrouver sur les éléments en argent. Autre possibilité de test, c'est avec l'acide nitrique. Donc vous frottez en fait votre métal sur, là ils font sur une petite planche en plastique je pense, et vous mettez de l'acide nitrique. Si ça devient rouge, c'est que c'est de l'argent. Alors il faut avoir de l'acide nitrique, ça, je ne sais pas où on en trouve, je ne sais pas si c'est dangereux d'ailleurs, attention à tous. Et si ce n'est pas de l'argent, vous allez voir, quand on met l'acide nitrique dessus, ça va être vert. Donc ça veut dire qu'il y a peu ou pas d'argent, ou il y a juste peut-être une couche en surface. Donc voilà là-dessus. Alors je ne suis pas sponsorisée par cette structure qui s'appelle Lingot d'Or, je vous rassure. Mais c'est vrai que j'avais trouvé la vidéo assez bien faite et très facile, très précise. Donc le poinçon et le test à l'acide nitrique, je crois aussi qu'il y a la possibilité de tester avec un aimant. Ça peut être une solution intéressante. Donc certains n'ont pas vu la vidéo, effectivement, donc vous pourrez la revoir en replay si vous le souhaitez, et il n'y a aucun problème là-dessus. Et sur l'argent, par contre, vous allez soit pouvoir le revendre, votre ménagère, parce que ce sont des beaux couverts, vous allez avoir une jolie boîte qui va avec, donc ça se revend assez cher, hein, ça peut être intéressant, soit vous allez pouvoir le revendre au poids, comme nous le disait Pascal. Et là aussi, c'est quand même assez important, hein. L'argent aujourd'hui, le cours de l'argent est assez haut. Donc voilà. Alors pour vendre les ménagères, je dirais, Christelle, là pour le coup commissaire-priseur ou structure comme là qui rachète tout ce qui est métaux précieux. Donc vous avez des boutiques, alors ça peut être en ligne également, hein, je crois, mais sinon si c'est une belle ménagère, je vous conseille commissaire-priseur. Là on est quand même, si c'est de l'argent, hein. Si c'est pas de l'argent, faut être très honnête, là ça n'a aucune valeur. Ça sera plutôt à donner, sauf si il y a un aspect effectivement sentimental, et là vous pouvez le garder. Autre étape importante qui n'est pas des moindres, ce sont les livres de cuisine. Alors j'ai trouvé un blog qui m'a semblé très intéressant. C'est une jeune femme, alors je ne sais pas comment elle s'est retrouvée dans cette situation. Elle aurait dû participer à nos visioconférences, mais elle avait 580 livres de cuisine.
Donc vous voyez à gauche, là, elle a retrouvé un livre de cuisine très ancien. Donc elle avait énormément de livres de cuisine et elle a fait un énorme tri. Elle en a trié, elle s'est séparée d'à peu près 50%. Donc c'est vrai que sur les livres de cuisine, moi de mon côté, j'étais assez radicale. Je me suis séparée de tous mes livres de cuisine. Vous n'êtes pas obligé d'être aussi radical, mais vraiment l'idée c'est de ne garder que ceux qui sont importants pour vous. Alors ça peut être un livre de cuisine sur lequel vous avez des annotations avec des recettes, des grammages spécifiques qui vous appartiennent, ou alors des livres de cuisine que vous utilisez très régulièrement, qui sont importantes pour vous. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez des outils numériques qui sont extrêmement intéressants, et notamment vous avez un site qui s'appelle Marmiton et qui a une application aussi. Moi, j'ai beaucoup utilisé pendant le confinement. On s'est mis à plus cuisiner que d'habitude. Et l'intérêt, alors il y a sans doute d'autres structures. C'est une structure qui est française, donc c'est intéressant aussi de se dire, voilà, on soutient ce genre de structure. Et vous avez donc des recettes avec des notations. Donc les personnes peuvent donner leur avis sur les recettes. Vous avez la possibilité de faire un pas à pas. Vous avez une minuterie à l'intérieur même de l'application et des vidéos. Donc c'est assez bien fait. Donc c'est utilisable sur smartphone. L'application smartphone est vraiment très bien. Et après, vous pouvez l'utiliser aussi sur votre ordinateur. Donc voilà. Daniel, ah oui, vous êtes impressionnante. Donc pareil, vous avez fait comme moi là, plus de livres de cuisine et vous avez tout trouvé sur Internet. C'est vrai que sur Internet, moi ce que je trouve qui est vraiment intéressant, c'est d'avoir le retour des internautes, mais comme on le fait aujourd'hui sur la visioconférence, avec la possibilité de commenter, de donner des astuces, des alternatives. Et donc finalement, c'est vrai que c'est vraiment l'intelligence collective qui fait qu'on va pouvoir avoir un livre de cuisine qui fonctionne bien. Alors, effectivement, Pauline, vous, oui, tout ce qui est appareil électroménager, vous allez parfois avoir des recettes intégrées. Et Daniel, vous faites quand même des petites fiches. D'accord, très bien. Bah, c'est l'intérêt. Alors, sur ce site, par exemple, vous pouvez mettre des recettes favorites. Donc, vous aurez, après votre carnet de recettes, finalement, comme votre livre de cuisine. Moi, je l'utilise quand j'ai une recette qui fonctionne bien, paf, des bons pancakes, un bon cake au chocolat, et hop, je le garde de côté. Donc ensuite, la question qu'on me pose depuis tout à l'heure, je le sais, c'est comment se séparer de toutes ces affaires qu'on a triées. Maintenant, vous avez vos 3 tas, on garde, on donne et on vend. Donc pour revendre, il y a effectivement toujours les sites internet. Donc j'ai mis Le Bon Coin, mais vous avez d'autres sites comme Rakuten, vous avez eBay, et donc plein de sites possibles pour revendre en ligne. Attention toujours aux arnaques sur ces sites. Vous avez quand même énormément de gens qui sont présents sur ces sites et pas toujours des personnes bien intentionnées. Donc, je vous conseille de créer vraiment une adresse mail spécifique à part, sans mettre votre nom et prénom, et de toujours avoir la personne au téléphone avant de la rencontrer pour être sûr que c'est une vraie personne justement qui veut acheter cet élément. Et ensuite, on se fait payer uniquement par espèce et on essaye d'être dans un espace avec d'autres personnes pour pouvoir revendre. Donc, c'est-à-dire pas faire rentrer quelqu'un chez soi. Bon, si c'est obligatoire parce qu'on vend un gros ustensile, dans ces cas-là, avoir une amie, un ami avec soi pour pas être seul. Magali, l'appli Give pour donner. Très bien. Donc, on passera juste après à la partie don. Mais effectivement, il y a plein d'outils numériques qui se créent, qui sont très intéressants. Les commissaires-priseurs, donc pour tout ce qui a une forte valeur, donc là, je pense particulièrement effectivement aux ménagères en argent qui ont une forte valeur. Hein. Vous êtes sur des montants qu'on a du mal à imaginer, mais plusieurs centaines d'euros par ustensile. Hein. Une petite cuillère, c'est des montants très importants parce que l'argent a beaucoup augmenté ces dernières années. Le commissaire-priseur, 2 éléments à savoir. Il y a des commissions, donc entre 10 et 15% de frais de vente. Et puis, vous allez aussi avoir à vous déplacer pour amener vos ustensiles de cuisine. Donc, il faut soit payer le transport des affaires, s'il y a un transporteur qui vient les chercher, soit vous déplacer.
Et puis, le vide-grenier ou brocante. Alors je sais qu'en ce moment malheureusement, je ne sais pas quel va être le devenir cet été des brocantes qui malheureusement sont des lieux où on a beaucoup de monde, donc qui sont peut-être pas très adaptés au niveau sanitaire. Mais c'est vrai que, c'est des lieux où les gens cherchent généralement, des éléments, qui vont être, très, pratico-pratiques, utiles dans la vie courante, dans la vie de tous les jours. Donc pourquoi pas, essayer de revendre sur une brocante, ça peut être, intéressant. Là, vous le savez, ça sera à faible coût, hein, enfin, vous allez revendre 1, 2, 3 € chaque élément. Et puis, c'est quand même assez fatigant, ça prend du temps, mais ça peut permettre aussi de passer du temps avec les amis, la famille. Pour revendre aussi, je reprends l'exemple de Marie-Odile, vous pouvez mettre une affichette dans votre immeuble. Alors ça, c'est pour le vente ou don. Il y aura peut-être, si vous habitez dans un endroit qui est assez dense, il y aura peut-être des personnes intéressées par ces éléments. Ensuite, pour donner, donc des applications, donc tout à l'heure Magali nous donnait l'application Give, Allo Voisin aussi, très bien, Pauline. Alors moi, il y a des associations que j'affectionne particulièrement, alors c'est en région parisienne, donc je sais que vous n'êtes pas tous en région parisienne, mais vous avez par exemple l'association Neptune qui est à Montreuil, qui est très bien. Je vous ai mis une photo à droite, donc eux, ils rangent par exemple, vous voyez, par couleur. Donc dès que vous amenez des choses, ils vont tout ranger, mettre en valeur, et donc ils revendent et ça leur permet de faire des actions, eux, derrière, sociales, de permettre à des personnes qui sont en grande précarité de sortir de cette grande précarité, d'avoir un travail. Donc c'est vraiment, comme Emmaüs, hein, que je mets en logo aussi, des très belles structures. Il ne faut pas hésiter à donner les choses. Évidemment, là, c'est donner des éléments qui sont en bon état, qui peuvent être réutilisés, et voilà, pas de vaisselle cassée, voilà, ce genre de choses. Donc, Evelyne nous dit: «Allô voisin, les contacts sont partout sauf la commune». D'accord, très bien. OK. Donc ensuite, jeter. Alors une fois que vous avez donné, vendu ce que vous ne souhaitez pas garder, vous allez devoir, jeter. Donc par exemple, je pense à la vaisselle qui est bréchée, les couteaux, qui sont, complètement, émoussés, qui sont, inutilisables, qui ont été ou trop, utilisés. Là, dans ces cas-là, vous avez certains magasins qui vont pouvoir vous les reprendre. Alors, je sais que moi, pour le coup, ça fait un petit bout de temps que j'en ai pas vu, mais certains magasins les reprennent contre des bons d'achat. Donc, il est possible que des structures type le géant suédois fassent ce genre de choses. Ensuite, attention sur tout ce qui est faïence, assiette. Vous ne pouvez pas le mettre dans les bacs à verre, c'est dans le bac à ordures ménagères. Ça ne se recycle pas. Ce n'est pas du verre qui pourra être recyclé et réutilisé. Donc, malheureusement, c'est vrai que c'est en dernière ressource, effectivement, ça sera mis dans le bac d'ordures ménagères. Donc Annie, vous nous dites les ressourceries, celles de Paris 13 par exemple. Effectivement, les recycleries ou ressourceries, ce sont des structures généralement associatives où vous pouvez donner un certain nombre de choses, mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas donner, comme par exemple les éléments qui sont en mauvais état. Donc pour la suite, l'idée, c'est de se dire, bon, maintenant qu'on a fait ce tri, qu'on a une cuisine qui est très aérée, pourquoi pas, pour la suite, louer. Donc vous avez par exemple cette structure qui s'appelle Pops Location. Alors ils ne font pas sur toute la France, hein, mais j'imagine qu'il doit y avoir peut-être d'autres structures ou qu'on peut le faire effectivement en immeuble ou entre amis. Mais il est possible de louer en tout cas. Alors eux, ils font des appareils à raclette, vous avez de quoi faire des barbes à papa, des pop-corn, des choses comme ça. Donc pourquoi pas se dire, bah, effectivement, j'ai peut-être un petit peu moins d'appareils, j'ai généré un petit peu de sous en revendant certains éléments et je vais me permettre peut-être quand je reçois des amis de louer pour un week-end un appareil, un élément qui me semble important. Ça vous évite de l'acheter, ça vous évite surtout de le stocker. Et c'est quand même beaucoup moins cher que si vous aviez acheté et stocké un élément que vous utilisez une fois par an. Ensuite, sur la nourriture. Alors, sur la partie nourriture, je vous l'ai dit, on va avoir un petit
une partie, une classification qui est la nourriture. Et je pense que c'est vraiment important de faire ce tri qui est vraiment nécessaire pour des questions sanitaires et d'hygiène. Sur la partie DLC, je pense que vous êtes tous à peu près au point. C'est la date limite de consommation. Donc, on se doute que de la viande, des choses qui vont finalement périmer et avoir un impact sur notre santé, on ne va pas les garder. Donc, à quand même faire attention là-dessus, notamment dans les congélateurs, comme je vous disais tout à l'heure. Ensuite, vous avez la DLUO. Alors, c'est là où on se laisse parfois un petit peu piéger. Alors, déjà, la DLUO, c'est la date limite d'utilisation optimale. On n'est pas obligé de la respecter exactement. Ça ne veut pas dire que vous allez tomber malade si vous mangez pendant quelques semaines après cette DLUO du riz, des pâtes ou une boîte de conserve. Néanmoins, si vous avez du riz, des pâtes ou des épices qui sont périmées depuis, allez, on va dire 4 ans, est-ce vraiment une bonne idée? En termes de goût, notamment, vous risquez d'avoir quelques surprises, qu'il y ait une perte de goût. Alors les épices, c'est simple, souvent, la problématique, c'est qu'ils perdent complètement leur goût. Donc en fait, ça sera de la poudre et il n'y aura plus de goût. Le riz et les pâtes, en général, ça tient quand même assez longtemps, mais il faut faire quand même attention là-dessus. Moi, j'ai déjà vu des pâtes et du riz qui étaient devenus tout noirs, surtout quand ils ont pris un petit peu d'humidité. Donc là, je vous ai mis un petit slide où on peut voir combien de temps on peut les garder après la date limite. Donc les conserves, par exemple, c'est plusieurs années. Alors attention quand il y a la petite tête qui est bombée, là, le dessus qui est bombé, vous risquez d'avoir une petite surprise. Enfin, je pense que beaucoup ont dû déjà faire l'expérience. Et effectivement, ça peut être assez désagréable. Ah oui, bah Pascal, tu as raison. Si la boîte rouille, ouais, attention aussi. Evelyne, vous me disiez pour les articles de jardinage, la location, ça je suis complètement d'accord. Et je pense qu'il y aura tout un sujet sur le jardin qui peut être intéressant. Ensuite, vous avez effectivement donc tout ce qui est chocolat. Généralement, vous avez une petite couche blanche qui va apparaître, mais ils sont toujours mangeables. Les surgelés, c'est pareil, ça peut être gardé plus longtemps, mais surtout attention sur les surgelés. Malheureusement, vous avez certaines fois votre congélateur, par exemple, qui va être l'électricité coupée. Pendant plusieurs heures, il sera plus surgelé et ça va fondre. Et là, vous faites des congélations, ça peut être dangereux. Donc attention quand même là-dessus. Produits secs, donc plusieurs années. Yaourt 3 mois après la DLC. Alors oui, Daniel, effectivement, ça m'a étonné aussi. Mais c'est vrai que c'est... alors, sauf s'il y a une bactérie dedans et que vous savez, le petit bombé par-dessus, on fait toujours attention à ça. Normalement, effectivement, on peut le manger assez longtemps après. Et il n'y a pas spécialement de risque. Alors, attention quand même. Hein. L'idée, c'est pas de vous inciter à manger des aliments périmés ce matin, mais c'est juste de se dire, effectivement, on ne doit pas jeter le jour même. Néanmoins, il est quand même important de limiter les réserves alimentaires. Alors là, c'est une photo d'un survivaliste. Donc je sais qu'on s'est tous transformés un petit peu en survivalistes pendant cette période de confinement parce que on n'avait pas forcément la possibilité de sortir très régulièrement et donc il fallait conserver un petit peu de réserve. Mais hors situation comme celle-ci qui est quand même heureusement très exceptionnelle, vous pouvez aller faire vos courses tous les jours et donc finalement le fait d'avoir 6 mois de pâtes dans sa cave n'est pas forcément indispensable. Et si c'est le cas et que vous avez beaucoup de réserves, voilà, parce que vous avez beaucoup acheté ou que vous avez le souhait d'avoir des réserves, cette technique que vous voyez sur la photo de mettre les dates, de les classer en fait vos réserves par date de péremption peut être intéressante pour pouvoir s'y retrouver et savoir ce qu'il faut manger en premier. Oui, Daniel, Evelyne, vous avez raison, 6 mois de pâtes, c'est l'effet Covid. Alors, Daniel, pour les œufs, je ne sais pas, mais je crois que c'est assez longtemps après, mais je n'ai pas la réponse là pour le coup. Si quelqu'un sait combien de temps après l'achat ou après la ponte on peut manger les œufs, n'hésitez pas à nous dire. Sur le frigo, petite alerte aussi là-dessus, je vous l'ai mis en question au départ, mais c'est vrai que de nettoyer son frigo très régulièrement est vraiment important, bon, pour des questions d'hygiène qui sont assez classiques. Alors peut-être certains ont l'habitude, moi je sais que j'ai un petit peu de mal là-dessus, à me tenir à ce nettoyage régulier, en général une fois par mois, c'est bien.
Et pas besoin de mettre des produits terribles, hein, l'eau et du vinaigre. D'ailleurs, je vois qu'il y a une petite faute. L'eau et le vinaigre, ça suffit largement. L'idée, c'est de ne pas intoxiquer votre frigo. Le conseil, j'ai trouvé aussi ce conseil en ligne qui m'avait semblé intéressant, c'est de laisser une partie vide dans son frigo pour pouvoir voir ses aliments et plus il est rempli, plus il aura du mal aussi à se refroidir et plus ça va consommer de l'énergie et plus ça va être compliqué à avoir une température qui soit stable. Et vous pouvez, ça aussi c'est une petite astuce qui est intéressante, sur le couvercle, vous savez, on ouvre les confitures, parfois on en ouvre 3-4 en même temps, et on ne sait jamais trop si on peut encore la manger. Vous marquez dessus la date à laquelle vous avez ouvert le pot, et comme ça, derrière, ça vous permet de suivre et de savoir combien de temps, ça fait combien de temps. Alors, je ne peux pas vous dire pour tous les éléments combien de temps on peut après ouverture, mais je pense que c'est quelque chose qui est trouvable et qui vous donnera quand même une idée. Donc ensuite, une fois que vous avez fait tous ces tris et que vous êtes complètement au point, eh bien, il va falloir effectivement ranger et organiser sa cuisine. Alors ça, sur le rangement, c'est une étape qui est, je trouve, vraiment agréable, parce que l'idée, c'est d'optimiser par rapport à votre utilisation. Donc, vous avez différentes zones de travail. La zone cuisson avec toute la partie four, dans laquelle il va falloir ranger tout ce que vous utilisez. Alors, j'avoue que moi, je n'avais pas eu cette idée-là. Je l'ai fait ce week-end, ça marche très bien. Donc, en fait, juste au-dessus de votre four, vous mettez toutes les casseroles, les poêles, les plats de cuisson, et c'est beaucoup plus simple. Vous les avez vraiment à disposition plus facilement. Ensuite, dans toute la partie vaisselle, donc l'évier, vous allez mettre tous les essentiels. Donc moi, au-dessus de mon évier, par exemple, j'ai mis mes assiettes, mes couverts que j'utilise tous les jours et les verres. Et puis dans la zone préparation, donc là où vous avez un plan de travail, pour ceux qui ont cette zone-là, vous pouvez mettre quelques ustensiles, la planche à découper, les couteaux, qui vous seront aussi utilisables. Et après, la zone réserve, elle peut être dans la cuisine, mais vous pouvez aussi imaginer la mettre ailleurs. On n'est pas obligé d'avoir tout au même endroit là-dessus, parce que des fois, on n'a pas tous des grandes cuisines. Pour ceux qui ont des très grandes cuisines, tant mieux. Mais voilà. Donc Pauline nous dit pour les œufs, ça serait 28 jours après la ponte. Il me semble aussi que c'est à peu près un mois. Donc sur les rangements, il y a possibilité d'optimiser. Donc par exemple, vous pouvez utiliser comme en haut à gauche des bocaux qui sont alors en verre, donc il y a l'intérêt que vous n'avez pas cette problématique de transfert avec certains plastiques. Et puis vous voyez ce qu'il y a dedans, et vous pouvez aussi choisir des jolis bocaux. Et vous voyez là, ça donne quand même une décoration qui est assez sympathique. Les rangements accrochés au mur, comme en haut à droite, c'est aussi très pratique. Alors attention néanmoins, moi après avoir fait ça chez moi, le problème c'est que ça va prendre la poussière et le gras, donc tout ce qui est dans l'air va aller dessus, donc il faut nettoyer régulièrement. En bas à droite, une petite idée pour doubler ces placards. Vous pouvez mettre un petit, là c'est Ikea, moi j'en ai trouvé chez Castorama. C'est un petit ustensile qui permet de faire un deuxième étage en fait dans son placard. Donc aussi très pratique et qui permet d'optimiser. Et puis pour les tiroirs, bon ça je pense que tout le monde le connaît, le range-tiroir. Alors ça aussi c'est quand même souvent un lieu où on retrouve plein de poussière, de miettes de pain, donc il faut le nettoyer régulièrement. Alors je sais que c'est pas forcément plus agréable sur cette façon de... Enfin, comme nettoyage, c'est pas forcément le plus agréable. La règle d'or, c'est vraiment d'avoir au plus près ce qu'on utilise souvent. Donc, ce qu'on n'utilise jamais, ça, on essaye de s'en séparer dans la mesure du possible. Ce qu'on utilise de temps en temps, on peut le mettre en hauteur, on peut le mettre très en bas. Et ce qu'on utilise souvent, on essaie de le mettre à des lieux où ça sera beaucoup plus facile d'accès, où on va pouvoir y avoir accès très, très simplement. Le plan de travail est vraiment un espace important, et surtout en termes d'hygiène. Il faut pouvoir le nettoyer régulièrement, alors pas forcément avec des produits fous, hein. Je vous le disais tout à l'heure, un peu d'eau additionnée de vinaigre, ça suffit. Mais en tout cas, avoir un plan de travail propre, aéré, sur lequel vous avez de la place, même si c'est pas très grand, même si ça peut être votre table de cuisine. Enfin voilà, il n'y a pas de... On a chacun des cuisines de tailles différentes, mais...
Et chaque trimestre, donc ça c'est un conseil que j'ai trouvé, je vous donnerai toutes les références hein, des lieux où j'ai trouvé ça. C'est une spécialiste en rangement, une coach en rangement qui donne cette technique. Tous les trimestres, on fait un grand tri, on nettoie. Donc notamment le nettoyage du four qui est vraiment crucial, le frigo, on en parlait, et puis les placards, donc on nettoie, on sort les affaires, et puis ça permet de voir est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas utilisées dans ce trimestre, est-ce qu'il y a des éléments dont on peut se séparer, et au final, de faire le tri régulièrement, le rangement et le nettoyage, ça vous permet d'éviter la surprise d'avoir trop d'éléments à vider lors d'un moment de vie comme un déménagement par exemple, et que ça soit là pour le coup fait dans l'urgence et pas très agréable. Donc l'idée c'est vraiment de le faire en amont. Alors je vais vous montrer un petit atelier créatif, donc je vais partager. Je le fais effectivement presque à chaque fois, c'est de vous montrer des petites idées de do it yourself, on appelle ça, pour en fait utiliser là vos ustensiles de cuisine. Donc je vais mettre ça. Alors non, c'est pas ça. Tac. Je vais partager mon écran. Voilà. Hop. Alors vous allez voir la vidéo. Je vais la lancer. Donc c'est Emmaüs qui a mis ça en place. Donc en fait l'idée c'est que vous avez des assiettes peut-être blanches que vous voulez relooker, qui sont un peu tristouilles ou qui sont voilà, un peu anciennes. Donc il faut un feutre spécial qui tient à donc au lavage. Je ne sais pas si ça tient au lave-vaisselle. Ensuite, donc, vous collez un scotch sur votre assiette et vous allez dessiner. Alors là, il nous donne des exemples. Vous pouvez faire d'autres choses. Hein. On peut s'amuser là pour le coup. Donc, dessiner des lignes. Donc, vous voyez, c'est assez sympa. Après, on retire le scotch. Donc, comme ça permet que ça soit tout droit. Et puis, eux, ils font un fin trait autour de l'assiette. Alors, c'est vraiment... on a le choix de faire plein de choses. Et vous pouvez le faire, donc, l'assiette sur des petites soucoupes comme ça pour leur donner un petit coup de peps, un petit côté plus moderne. Alors, on aime ou on n'aime pas hein, avec ces traits bleus, mais j'ai trouvé que c'était très sympa et que c'était une façon de relooker des ustensiles de cuisine dans lesquels on n'a pas forcément très envie de manger s'ils ne sont pas très jolis. Et donc, c'est peut-être une bonne façon, effectivement, de les relooker. Donc, voilà la petite activité que je vous propose là pour ces semaines de tri. On va revenir sur la conférence. Donc toutes ces vidéos, elles seront effectivement accessibles hein, en replay pour ceux qui n'ont pas pu les voir. Je sais que sur la technique, ça dépend beaucoup de sa connexion Internet, donc n'hésitez pas à récupérer le replay. Je vous l'enverrai cet après-midi, de toute façon, le lien. Donc ça, il n'y a aucun souci. Donc vous avez ici, parce que je sais que ça avait été une demande de certains, les sources et références de tout ce que je vous ai dit. Donc il y a compactor.fr, il y a des astuces de rangement intéressantes, cuisineaz.com, il y a aussi plein d'astuces de rangement. Ouz.fr qui est un site qui est très bien fait sur la décoration d'intérieur, les rénovations. Et là, c'est une coach en rangement qui nous donne 11 étapes pour ranger sa cuisine. C'est très bien fait également. Organiser son quotidien.fr, cdeco.fr. Ensuite, vous avez le lien vers la personne, la blogueuse qui a trié ses 580 livres. Range ta vie, c'est aussi une coach en rangement. Et ikea.com, donc là, il y a aussi quelques conseils et puis quelques éléments qui peuvent être intéressants pour optimiser le rangement dans votre logement. Hop. Donc, à suivre. Donc, cette visioconférence est finie. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous invite à nous retrouver chaque semaine. La semaine prochaine, on parlera des logements seniors. Donc, je vous présenterai notamment la colocation intergénérationnelle, qu'est-ce qu'une résidence autonomie. Donc, on va essayer les familles d'accueil aussi, l'hébergement familial. Donc, on va avoir plein de choses intéressantes et un peu innovantes. Donc, vous pouvez vous inscrire sans problème sur go.movadom.com/inscription-senior.
Vous pouvez vous inscrire à notre livre de diffusion ou inscrire des amis sur le site movadom.com également. Donc je vous invite à cliquer sur le lien qui apparaît pour pouvoir répondre à notre questionnaire satisfaction. Donc il vous suffit d'appuyer sur cliquer ici. Alors, Laurence nous dit l'œuf, on le plonge dans le verre, s'il flotte, le jeter, s'il reste au fond, consommable. Bah, superbe, ça c'est très pratique. Et Daniel, vous me dites les meubles bas, s'ils sont montés sur glissière, c'est plus agréable. Oui, complètement. C'est vrai que l'idée, c'est d'essayer d'éviter d'avoir à monter sur des choses pour accéder à des ustensiles qu'on a besoin tous les jours et aussi d'avoir à se baisser à chaque fois qu'on utilise des ustensiles. Donc le questionnaire satisfaction, je vous l'enverrai également dans le replay que je vous envoie cet après-midi. Et n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, la moindre interrogation, à m'envoyer un mail à contact@movadom.com ou sur movadom.com. Et sur YouTube, vous avez la possibilité de voir tous nos replays sur go.movadom.com/replay. Je vous remercie à tous pour votre participation et je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt.